Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez la série Elles pensent la mode. Elles sont chercheuses, scientifiques ou encore économistes et elles étudient l'industrie textile, ses évolutions, ses dérives et ses innovations. Comment en est-on arrivé là ? Et maintenant, on fait quoi ? Aujourd'hui, nous connaissons les problématiques sociales et environnementales de la mode. Alors comment peut-on transformer cette industrie ? J'ai donc décidé de partir à la rencontre de celles qui pensent, qui analysent et qui critiquent la mode. Pour le premier épisode de cette série, je donne la parole à Sophie Kurkdjian, historienne et autrice du livre « Géopolitique de la mode vers de nouveaux modèles ». Dans ce livre, Sophie Kurkdjian revient notamment sur les prémices de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. Comment en est-on arrivé à la situation actuelle, à une mode toujours plus rapide et toujours moins chère ? Dans les années 50-60, une majorité de consommatrices confiaient, dans le magazine de mode Elle, avoir une vision plutôt négative du prêt-à-porter, par crainte d'une uniformisation des vêtements et d'une baisse de la qualité. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Alors avec Sophie Kurkdjian, nous avons essayé de puiser dans l'histoire et le passé pour expliquer les dérives présentes et pour tenter de dessiner les solutions futures. Je vous souhaite un bon voyage dans le temps et une très belle écoute. Bonjour Sophie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de me recevoir dans votre bureau. Alors en introduction, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours ? Oui, bonjour. Merci beaucoup déjà de votre invitation. Je suis ravie de participer à ce podcast. Alors mon parcours, je suis historienne. J'ai fait ma thèse en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Sorbonne. Et ensuite, parallèlement, j'étais professeure vacataire, chercheuse aussi au CNRS où j'animais et j'anime encore un séminaire de recherche sur l'histoire culturelle de la mode. J'ai été conservatrice d'exposition, curator. J'ai organisé des expositions à Paris et à New York. Et je suis depuis 1 an et demi assistante professeure à l'American University of Paris, où on se trouve en ce moment. Donc, je suis professeure et j'enseigne les fashion studies dans cette université. Super, c'est très clair. Comme ça, on sait un peu quelle est votre spécialité. Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à l'industrie textile ? Alors, ça a pas été un choix... Peut-être mon choix premier. En fait, donc moi, j'étais très intéressée par l'archive. Et j'étais en histoire culturelle quand j'ai commencé à faire un master, puis ma thèse. Et je m'intéressais surtout, moi, à la question de la presse, aux médias. Et comment les médias forgeaient des représentations, vraiment façonnaient des imaginaires sociaux. Et donc, je me suis d'abord intéressée à la presse illustrée. La presse illustrée m'a conduite à la presse de mode, qui est très très riche fin 19e, début 20e siècle. Et donc, je me suis d'abord intéressée à la presse de mode. J'étais vraiment intéressée par comment, à l'origine d'Instagram, en fait, avant l'image d'aujourd'hui, les premières gravures de mode, c'est incroyable comment en fait rien n'est nouveau et tout est juste le résultat de progrès techniques successifs. Donc, je me suis intéressée aux médias, à la question de la représentation et après quelques années, après ma thèse, après avoir soutenu ma thèse sur plutôt cette histoire des acteurs de la presse de mode, qu'est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'on voit comme image dans la presse, qu'est-ce que ça crée comme discours, je me suis dit, mais en fait, c'est intéressant, mais c'est juste l'aval. C'est-à-dire que c'est l'aval de la mode. Une fois que le vêtement est produit, comment il est présenté dans la presse. Et en fait, mais qu'est-ce qui se passe en amont, qu'est-ce qui se passe avant que le produit arrive dans un magazine, photographié, acheté en magasin. Et en fait, j'ai voulu comprendre d'où le vêtement venait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à ceux qui font la mode. Un de mes derniers livres avec Géopolitique, c'est un livre qui se consacre aux ouvrières des maisons de couture fin 19e, début 20e. Au cœur des maisons de couture, une histoire sociale des ouvrières de la mode. L'idée étant de mieux comprendre, en fait, qui sont derrière nos vêtements, et c'est un sujet très d'actualité, mais qui en fait, je pense, mérite d'avoir cette perspective historique, qui travaillent dans la mode, c'est surtout des femmes, quel est leur rôle, quel a été leur rôle dans la couture jusqu'à aujourd'hui. Donc je m'intéresse plus
avant les médias, comment la mode est faite, produite dans les ateliers de couture et aussi de confection. Ouais, c'est là où on réalise que tout est un peu imbriqué, quoi. Et à quel moment vous avez pris conscience des dérives sociales, même environnementales, mais là, en l'occurrence, comme vous vous intéressez particulièrement à qui fabrique, donc des dérives sociales de l'industrie textile? Ouais, en fait, je sais pas exactement quand j'en ai pris conscience. Je pense que déjà, comme beaucoup de gens, le Rana Plaza, l'effondrement du Rana Plaza en 2013, moi, m'a beaucoup marqué. Mais voilà, c'était quelque chose dans les médias. Je pense que les images ont été aussi, avec le photojournalisme, très, très marquantes. Et en fait, à partir de là, dans le cadre de recherche que je menais à l'époque, je me suis aperçue que, à début du siècle, 1901, New York, on a à peu près la même situation. On a une manufacture de prêt-à-porter, on disait déjà du prêt-à-porter aux États-Unis, qui prend feu à New York. C'est une manufacture de chemises, en fait. Et en fait, elle prend feu et il y a beaucoup de femmes, d'ouvrières qui décèdent. Alors, bien sûr, les conditions ne sont pas les mêmes, géographiquement, socialement, économiquement. Mais en fait, on s'aperçoit qu'un siècle avant le Rana Plaza, on a des conditions de travail très, très dures pour les ouvrières et les ouvriers. Parce qu'on est déjà, finalement, au début de la fast fashion. Enfin, on est dans ce qu'on appelle confection en France et prêt-à-porter aux États-Unis. C'est-à-dire la production en série. Et donc, il faut plus de gens. Il faut produire plus vite, à des prix moins importants. Donc en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, oui, on en parle de plus en plus de ces questions de précarité sociale, précarité de l'emploi et du salaire, mais c'est pas nouveau. Et c'est assez logique, parce que la fast fashion, elle n'est pas née de rien. Elle est née en fait de la fast fashion qui était née du prêt-à-porter, de la confection. C'est hyper intéressant. Et du coup, dans quelle mesure étudier l'histoire de l'industrie textile, ça nous éclaire sur les enjeux actuels? Donc là, vous l'avez un peu dit sur... Oui, en fait, c'est un peu mon biais. Moi, on peut me le reprocher, je suis historienne. Et c'est vrai que j'ai toujours envie de comprendre d'où viennent les choses. Parce que, comme dans tout, rien n'est... Oui, on a l'impression que le numérique, les nouvelles technologies sont totalement inédites aujourd'hui. Mais finalement, depuis l'aiguille, depuis la machine à coudre, en fait, on va d'innovation technologique en innovation technologique. Donc oui, en effet, aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'imprimante 3D changent radicalement la manière dont on produit et consomme la mode, mais ça a toujours été le cas. Quand la machine à coudre apparaît fin 19e, on a des changements incroyables en termes de production, de consommation, aussi de couture à la maison. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'histoire montre que rien n'est nouveau, qu'on n'invente rien, que juste on progresse, on complète des changements initiés avant. Et je pense que dans le cas de la mode, ce qui est intéressant pour moi, c'est de comprendre à quel moment le vêtement a perdu un peu de sa valeur. C'est-à-dire que le vêtement est devenu un produit de consommation courante, jetable, très peu cher, qu'on peut changer très régulièrement. Et ça, on le voit en fait apparaître quand on étudie l'évolution de l'industrie de la mode. On voit en fait que, voilà, après la Seconde Guerre mondiale, en tout cas en France, avec l'essor du prêt-à-porter, il y a une nouvelle image du vêtement. On lui donne une moindre importance ou un nouveau rôle. Et donc, je pense que vraiment, l'histoire, le fait de prendre un peu de recul et de perspective permet de aussi comprendre pourquoi la fast fashion aujourd'hui, pourquoi on jette des vêtements, pourquoi on achète sans les porter, alors qu'un siècle avant, c'était très cher d'acheter un vêtement, on essayait de le rapiécer, de le recycler, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des raisons à ça, c'est des évolutions de la consommation, des représentations. Donc, je pense que l'histoire permet de mieux comprendre. Elle apportera sans doute pas de solution, l'histoire, mais voilà, on n'est pas là pour trouver des solutions ou juger, c'est vraiment important. Juste montrer qu'en fait, c'est aussi des évolutions successives qui expliquent où on en est aujourd'hui. Ouais. Et c'est ce que vous avez dit. Enfin, on va revenir en détail sur votre livre passionnant qui est Géopolitique de la mode, que j'ai lu en détail, que je recommande à tout le monde de lire parce qu'il éclaire sur beaucoup de problématiques finalement. Et si on devait résumer, donc là, comment on peut expliquer la montée en puissance de la fast fashion? Comment on en est arrivé à la situation actuelle avec un modèle de fast fashion, d'ultra fast fashion même aujourd'hui, qui produit toujours plus, ce que vous avez dit, voilà, l'histoire aussi permet de l'expliquer, mais donc quelles sont un peu les raisons qui font qu'aujourd'hui on est dans la situation que l'on connaît? Oui, merci beaucoup déjà d'avoir lu mon livre et d'y avoir trouvé un intérêt. Oui, alors je pense que c'est une question compliquée, complexe, mais en fait... Donc la fast fashion et l'ultra fast fashion, c'est donc la production très très accélérée de vêtements de moindre qualité vendus à prix
moins élevés. On sait que donc on a l'ultra fast fashion, on a la fast fashion avec Zara et H&M qui produisent au moins 52 collections par an. Donc c'est voilà, si on pouvait résumer, et encore c'est très simpliste, mais c'est cette idée qu'on produit plus vite, à moindre coût, et on renouvelle encore plus souvent qu'avant. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui est assez unique, surtout avec les nouvelles marques aujourd'hui. Mais je pense que pour l'ultra fast fashion et la fast fashion peuvent se comprendre, ou en tout cas, oui, on peut les appréhender avec la perspective historique. Si on part, par exemple, fin 19e siècle, pour comprendre qui consomme quoi, pour voir comment ça évolue en un siècle. Fin 19e siècle, une minorité de la population, celle qui a les moyens, européenne, mais aussi argentine, brésilienne, peut s'acheter de ce qu'on appelle de la haute couture encore aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, vous allez chez un couturier et il vous propose une robe avec un tissu, un motif, une couleur, et il confectionne cette robe sur vous, sur votre corps. Elle vous va parfaitement bien, elle est unique, magnifique, elle a une griffe dessus. C'est le cas des robes de Charles-Frédéric Faure, de Paul Poiret, de Gabrielle Chanel. Donc, on est dans des robes qui sont faites pour vous, donc adaptées, parfaites, et vous en avez un certain nombre. Les gens à l'époque changent jusqu'à 5 ou 6 fois de tenue par jour, parce qu'ils ont la tenue du thé, du matin, du soir, de la danse, du dîner. Ce sont des aristocratiques qui ont le temps de faire plein de choses, vu qu'ils ne travaillent pas. Mais la majorité de la population, à cette époque-là, et c'est important de le dire, ne peut pas se permettre d'acheter ces robes très, très, très chères. Donc, ils ont en gros 2 solutions. Soit ils achètent du tissu et reproduisent les tenues qu'ils voient dans la presse de mode, qui s'inspirent de la couture sur mesure, et eux-mêmes, les femmes, font de la couture à domicile. Elles cousent pour leur mari, leurs enfants et pour elles-mêmes. Ou alors, pour celles qui ont un tout petit peu plus de moyens, elles peuvent avoir recours à une couturière de quartier et elles font faire les modèles qu'elles voient dans la presse de mode. Donc en gros, déjà avant le début du siècle, la majorité des Françaises, la majorité des femmes, en fait, n'accèdent pas à la haute couture et produisent leurs propres vêtements. Donc c'est une production, on va dire, raisonnée, une consommation raisonnée. Il faut avoir l'argent d'acheter des nouveaux tissus. Donc c'est compliqué de produire beaucoup. Déjà, ça prend du temps de produire un manteau, une robe. Ça coûte très cher. Donc on préfère recycler, on préfère transformer un manteau en robe pour la saison d'après. On préfère utiliser les mêmes vêtements entre générations. Donc là, on est début XXe siècle. Début XXe siècle, se développe en France la confection et aux États-Unis le prêt-à-porter. Donc c'est la même chose. C'est un début de production en série. C'est-à-dire que début du XXe siècle, dans les grands magasins, le Bon Marché, les Galeries Lafayette, vous pouvez acheter des vêtements produits en série. C'est-à-dire que vous pouvez trouver 5, 6, 7, 10 chemises blanches pareilles. Mais, donc c'est le début du prêt-à-porter, mais c'est pas très beau, c'est plutôt monotone, c'est plutôt pour les hommes majoritairement, ou c'est des blouses, des manteaux, c'est pas la mode, c'est du vêtement, mais c'est déjà des prix moins importants et surtout c'est plus simple d'aspect, vous n'avez plus à coudre vous-même, vous les trouvez en magasin. Donc on est déjà dans une autre étape, on a accès à un plus grand nombre de vêtements en magasin. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment l'explosion de ce système. La haute couture souffre un peu, aussi pour des raisons sociales, culturelles. Les jeunes, les baby-boomers veulent une mode plus accessible, plus démocratique. Et c'est là où le terme apparaît aussi. Il faut produire plus et que la mode soit plus accessible aux jeunes. Et au moins argenté. Et donc, le prêt-à-porter va se développer dans les années 60, 70, va exploser dans les années 80. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on produit plus, donc on consomme plus déjà. Et les femmes d'un certain âge, les jeunes, les argentés, les plus pauvres, tous ont accès progressivement à plus de vêtements parce qu'on produit plus, les prix sont plus intéressants. Donc vraiment, après la Seconde Guerre mondiale, on a déjà ce basculement vers une production en série. Et progressivement, parce que c'est un peu la logique, de la haute couture à la confection jusqu'au prêt-à-porter, c'est une densification de la production. Et ça va continuer de plus belle après, avec la fast fashion dans les années 90. On produit encore plus de vêtements à des prix encore moins importants, et ce qui va donner naissance à Zara, H&M. Alors bien sûr, géopolitiquement parlant, c'est pas produit dans les mêmes pays, il y a beaucoup de délocalisation à cette époque, mais ce que je veux dire, c'est que l'étape d'après le prêt-à-porter, c'est avoir accès à encore plus de vêtements. L'ultra fast fashion, c'est ça poussé à l'extrême. Donc ce que je veux dire, j'espère que j'ai été assez claire, que en fait, on a une évolution. Je pense que vraiment, l'ultra fast fashion est né, la fast fashion qui est née du prêt-à-porter, lui-même né de la confection et né en partie aussi de la haute couture. Donc c'est vraiment, je pense, juste une succession d'améliorations ou de progrès de la production.
D'accord. Ah non, mais c'est hyper intéressant finalement de voir que ça prend racine il y a longtemps et que finalement on pouvait limite prévoir qu'en fait ça allait devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, surtout que après la Seconde Guerre mondiale et même fin 19e siècle, quand la machine à coudre arrive, il y a des grèves un peu partout. En France, notamment autour de Lyon, parce que les ouvriers ont peur d'être remplacés. Donc en fait, c'est pas si nouveau cette idée qu'en fait les nouvelles technologies sont très bonnes pour le business, mais très mauvais pour les hommes. Il y a énormément de grèves parce qu'on se dit mais si la machine à coudre fait le travail qu'on faisait jusque-là, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va travailler ? Donc en fait, un siècle après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 80, avec les délocalisations, c'est la même chose. On a plein de grèves en France et plein de manifestations disant mais attendez, si on délocalise tout pour produire moins cher, plus vite en Asie, qu'est-ce qu'on va devenir nous ? Et en fait, donc, d'un point de vue même syndical, social, on a les mêmes évolutions parce que chaque progrès technologique inquiète et change drastiquement le visage du travail dans la mode. Et c'est vrai que donc c'est quelque chose que vous avez dit juste avant sur cette fameuse usine qui prend feu à New York et qui est un peu l'ancêtre du Rana Plaza, ou en tout cas on comprend aussi pourquoi le Rana Plaza a eu lieu. Et vous écrivez dans votre livre la préférence de la rentabilité au détriment de la protection sociale des employés dans l'industrie de la mode est déjà tangible au début du XXe siècle. Donc ce problème est ancré dans l'histoire même de l'industrie textile. Pourquoi ? Oui, je pense qu'il est ancré dans l'industrie textile pour peut-être 2 raisons au moins, je dirais. Il est ancré dans une histoire textile et je pense aussi dans une histoire essentiellement féminine. Je m'explique plus précisément. Je pense que quand on regarde le travail dans la mode, on s'aperçoit qu'il y a une féminisation du travail dans la mode pendant le 19e et le 20e siècle. Lorsque les femmes deviennent couturières, que ce soit dans les maisons de couture, dans les ateliers des grands magasins au début du 20e siècle, leur salaire est d'appoint, c'est-à-dire qu'elles travaillent le temps de trouver un mari. Une fois qu'elles sont mariées, elles ne peuvent plus travailler. Elles travaillent pour compléter le salaire ensuite du mari. Donc c'est en gros, c'est un travail d'appoint. Donc, il n'est pas valorisé, protégé, encadré. Et c'est pour ça, moi, c'est ce que j'ai étudié avec ma co-auteure Sandrine Teinturier dans mon dernier livre. En fait, les femmes dans la couture, dans la mode française, s'engagent très tôt, sont en grève très tôt, dès 1900, pour demander des meilleures conditions de travail. Parce que, de fait, c'est un travail féminin qui n'est pas valorisé parce que, comme je vous disais, c'est d'appoint, c'est pas essentiel. C'est des femmes mineures qui font ça avant de se marier et si elles continuent de le faire, ben voilà, c'est pas un salaire masculin comme on dit. Les femmes sont très peu voire pas du tout à occuper des postes comme occupent les hommes. Donc je pense que c'est essentiellement une question féminine. Comme c'est un salaire d'appoint, c'est pas encadré, c'est pas protégé, et c'est seulement parce que les femmes vont manifester à plusieurs reprises au cours du XXe siècle, à tel point qu'on pense qu'elle représente même l'avant-garde du prolétariat, selon des historiens. C'est parce qu'elle s'engage, parce qu'elle demande de meilleurs salaires, de plus grands, de pouvoir se reposer le week-end, d'être rémunérée pour les heures supplémentaires, que le métier de couturière va s'améliorer, que les conditions du métier de couturière vont s'améliorer. Mais je pense que comme c'est un métier essentiellement féminin, ça n'a jamais été protégé. Et c'est ce qu'on voit, le Rana Plaza, c'est un peu ce qui s'est passé. Les femmes, c'est aussi donc, essentiellement des femmes qui en sont décédées, des femmes qui n'avaient pas d'autre choix que de travailler et d'accepter les conditions qu'on connaît au Bangladesh, mais il y a aussi dans d'autres pays. Le système est aussi fait que au Rana Plaza, les femmes n'ont pas pu sortir de leur atelier parce qu'elles étaient enfermées pour pas qu'elles volent, pour pas qu'elles sortent en volant des vêtements produits. Donc cette idée que elles ne sont pas valorisées pour quelqu'un qui a un savoir-faire. Non, elles travaillent mécaniquement. Elles n'ont pas vraiment le droit à la parole. Et je pense que c'est parce que cette idée que dans la mode, ce qui est important aujourd'hui, c'est peut-être la deuxième raison que je vois, c'est que la mode, elle doit être glamour, resplendissante. C'est une question de marque, d'image, de représentation, de logo. Mais en fait, c'est pas, on n'aborde jamais la question du travail, de la technique, des savoir-faire, du temps homme, même si c'est pas très beau,
qui est nécessaire pour produire ce qu'on porte. Parce qu'en fait, ça va, et c'est ce que j'explique dans mon livre Géopolitique, c'est que ça fit pas, enfin, ça cadre pas avec l'image qu'on veut rendre de la mode française. La mode française, elle est sur le podium, elle est incarnée par des designers uniques qui ont, par un coup de magie, décident une collection et ils la créent. On sait même pas pourquoi, mais on se demande pas. Et jamais on parle des petites mains, qu'on appelle les petites mains, des femmes qui passent 40, 50 heures sur une robe de mariée pour le défilé. Parce qu'en fait, ça ne va pas avec l'image. La mode, elle doit être légère, simple, elle doit faire rêver. C'est ce qu'on entend souvent. Et donc, en fait, toutes ces questions de travail, de grève, d'engagement syndical, de salaire, ça ne va pas du tout pour moi avec l'idée qu'on veut envoyer de la mode. Et donc, je pense que c'est une deuxième raison. Pourquoi, en fait, ce qui se passait au Rana Plaza et ce qui doit continuer de se passer aujourd'hui ailleurs n'est pas nouveau et s'inscrit vraiment dans l'histoire même de l'industrie textile et l'histoire des femmes, c'est parce que la mode doit correspondre à cette image de glamour, de légèreté, et pas du tout aborder cette question du travail, du corps physique, du labeur au quotidien, parce que ça va pas du tout avec l'image qu'on veut renvoyer. Ouais. Et même du vêtement, en fait, de ce qu'est le vêtement, parce que on a l'impression que c'est jeté sur papier glacé, un petit peu comme ça. Mais en fait, pour arriver aux vêtements, je trouve que voilà, toutes ces étapes-là sont balayées. Oui, on a l'impression que le designer, comme on l'appelle, a une idée, et que quelques mois après, la collection apparaît d'un coup de magie. Et c'est vrai que c'est beau comme image, cette idée de métamorphose d'une idée en collection, après en couverture de magazine. C'est vrai que c'est très séduisant. Mais quand on se dit, mais qui a fait nos vêtements? Combien d'heures? Et surtout, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui dans des documentaires, c'est cette question de la main ou du corps penché sur l'ouvrage. Alors, ça fait très, très niais peut-être, mais c'est vrai que c'est laborieux quand on voit des femmes travailler aujourd'hui ou des hommes dans les ateliers de couture ou même au Bangladesh. C'est très physique. Nous qui sommes derrière nos écrans, là derrière notre micro, on oublie, mais c'est un travail très physique, fastidieux souvent, répétitif, pas valorisant parce que quelle marque vraiment valorise ses employés? C'est très rare. Et quand c'est fait, c'est souvent pour du marketing mal caché. Donc, je trouve que c'est exactement ça. On oublie que derrière un vêtement, mais il faut du temps de travail, il faut du textile sourcé, il faut des idées, la patience. Donc, je trouve que c'est exactement ça, tout à fait. Et c'est une question que vous posez dans votre livre. Qui sont les responsables de ces accidents? Donc, j'avais envie de vous renvoyer la question. Alors, merci. C'est pas... En fait, quand le Rana Plaza, qui a quand même marqué beaucoup de gens, c'est vrai qu'on se dit, non seulement le bâtiment n'était pas aux normes, il était vétuste, il était surchargé en machines, c'est-à-dire qu'on a mis tellement de machines par étage que il s'est effondré, donc il n'y avait aucune chance de survie pour les ouvrières. Donc déjà ça, c'est juste parce qu'il faut être rentable, donc on ne va pas investir de l'argent dans la réhabilitation d'un immeuble, c'est trop d'argent, autant faire des petites économies et on va prier pour que ça tienne. Là, ça n'a pas tenu, mais je pense que vraiment, c'est loin d'être un cas isolé. Je pense aussi cette idée dont on a parlé, que les gens sont enfermés dans les ateliers pour travailler, cette idée est juste détestable. Enfin, on est d'accord pour dire que c'est un côté très... On vous fait tellement pas confiance qu'on vous enferme. Il y a vraiment cette idée qu'on n'accorde pas de valeur aux travailleurs, c'est vraiment, ils sont là pour travailler, ils exécutent les ordres. Et je pense que les responsables, d'abord, alors, est-ce que c'est les marques, est-ce que c'est ceux qui travaillent pour les marques? Je pense que souvent les marques ont dit on ne savait pas. Alors moi, je ne suis pas dedans, je ne jugerai pas, je ne me permettrai pas. Mais c'est vrai que la question, c'est en même temps, il faut demander, il faut aussi sourcer. Alors c'est pas facile, hein. Moi je ne suis pas du tout dans le jugement et je reste à ma place d'observatrice. Mais je trouve ça étonnant, surtout une fois, mais récemment avec ce qu'on a... et encore, je pense ne pas tout savoir, sur le scandale de l'esclavage moderne de la minorité ouïghour. Et là, on s'aperçoit que les conditions, on est plusieurs années après le Rana Plaza, les conditions sont encore pires. Et on se dit, mais en fait, à quel moment les marques ne posent pas de questions? Alors bien sûr, c'est des grands groupes et il y a peut-être un millier de personnes qui sont hiérarchiquement, qui doivent... Il faut demander à son plus un. Mais en même temps, dans le contexte actuel, on connaît ces conditions compliquées pour les ouvriers, c'est toujours la question, mais pourquoi vous demandez pas? Pourquoi vous cherchez pas? Donc c'est toujours cette idée de, est-ce que vraiment ils savaient pas, ou est-ce qu'ils savaient et que voilà, ils ont prié pour que ça ne se sache pas. Après, je sais pas si, comme il s'est passé dans l'alimentation, l'État pourrait intervenir. C'est aussi un autre échelon. Je pense que l'État peut peut-être prévenir,
communiquer dessus, mais après, est-ce que ça suffirait? Ça, c'est une grosse question. C'est une question éminemment compliquée parce que après le Rana Plaza, comme vous le savez, voilà, il y a eu des associations, des syndicats qui ont essayé d'améliorer les conditions de travail, mais on peut pas fermer ces usines non plus. Ça donne du travail à des femmes, souvent seules, qui ont des enfants, et ces femmes-là ont besoin malheureusement de ce travail. Maintenant, c'est la même chose en Éthiopie, ça a été délocalisé en Éthiopie, mais en fait, les gens ont besoin de travail, donc ils acceptent ce travail à des conditions inhumaine, pas respectable. Et c'est ça aussi le grand problème, c'est que c'est une question de travail et on peut pas dire on va fermer toutes ces usines et on va en créer des meilleures parce que ça va mettre beaucoup de gens au chômage, ça va vraiment fragiliser des familles. Donc voilà, je trouve que c'est éminemment compliqué parce que c'est pas nouveau. Et je pense que c'est parce que depuis 40 ans, on a fermé les yeux, on n'a pas vraiment, on a arrêté de se demander pendant 40 ans qui faisait nos vêtements. On était juste content de pouvoir acheter moins cher. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour dépatouiller, c'est comme un Mikado, quoi. Il va falloir étape par étape. Et je pense que ça commence aussi à l'école ou dans les familles, à l'université. Il faut repenser la pédagogie pour enseigner la valeur d'un vêtement, revaloriser le travail dans l'industrie vestimentaire. Ouais, non, mais c'est évidemment, c'est très très compliqué. Et d'ailleurs, dans cette usine à New York qui a brûlé, qui a tué 146 personnes, je regarde le chiffre là que j'ai devant les yeux, c'était majoritairement des femmes immigrées d'Europe du Sud et de l'Est. On voit à quel point ça aussi, c'est très ancré finalement dans l'histoire de l'industrie textile, de cette délocalisation. Et c'est quelque chose que vous dites, on a une vision très hiérarchisée de la mode, avec d'un côté les pays créatifs, donneurs d'ordre, donc les pays développés, et de l'autre les pays d'Asie, d'Afrique, qui ne seraient que les fabricants ou ces fameuses petites mains qui réalisent nos vêtements. Comment on explique cette vision très hiérarchisée, voire colonialiste, qui date et qui perdure encore aujourd'hui? Oui, je pense que c'est une question essentielle. J'aurais tendance à dire que la mode, elle a toujours été associée à cette idée de modernité, qui est essentiellement occidentale. Elle a été décidée comme occidentale, qui a fait de Paris, de plus tard Milan, New York, Londres, des centres, et des autres villes, des autres pays, des périphéries. Et ça se voit à différents niveaux. Comme la mode en France était vraiment utilisée comme un outil de soft power très tôt, dès Louis XIV, on pourrait même dire, en fait, voilà, il faut que Paris règne. Il faut que la mode parisienne fasse rayonner Paris. Donc, c'est une sorte de hiérarchie, qui se met en place, une géographie où Paris est un centre qui décide, qui prescrit, qui décide pour les autres pays. Donc, cette idée, c'est aussi, moi, je pense, essentiellement une question de soft power. L'Italie fera la même chose après la Seconde Guerre mondiale, et même peut-être un peu avant. Cette idée que comme ça doit permettre au pays de rayonner, c'est normal, ils rayonnent, donc ils assoient leur autorité sur celle des autres pays. Je pense aussi que c'est, comme vous disiez, lié à l'histoire coloniale, cette idée qu'il y a des sachants et ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui vont avoir l'idée de la mode qui change régulièrement, qui est innovante, tandis que les autres pays ou les autres continents, en Afrique, en Amérique du Sud, ne sont que des suiveurs qui vont suivre la mode occidentale, ou alors qui vont rester figés dans des vêtements dits traditionnels. Et quand on commence à regarder le vocabulaire associé à ces pays-là, on trouve, que ce soit dans les médias ou même dans les livres sur l'histoire de la mode jusqu'à aujourd'hui, d'un côté, on a la mode occidentale dite moderne, innovante, créative, et de l'autre, on a la mode non occidentale qui relève plus du costume traditionnel, costume exotique, folklorique. Et tout de suite, en fait, quand on étudie les mots, on se dit « Ah oui, d'accord, il y a un biais. Il y a un biais totalement où il y a des gens qui sont dans le futur, l'innovation, l'anticipation, et ceux qui sont ancrés dans le passé et qui n'évoluent pas, qui sont à l'opposé de notre modernité occidentale. » Et ça, je pense aussi que ça participe essentiellement à cette idée que nous, on invente la mode et les autres produisent pour nous. C'est vraiment pas nouveau. C'est de plus en plus important. On l'a vu avec la fast fashion, mais je pense que c'est essentiel en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire à l'université, de décentraliser notre étude de la mode et de montrer, par exemple, moi j'enseigne un cours dessus dans mon université, de travailler sur que les modes non occidentales.
la mode au Sénégal, mais l'histoire de la mode au Sénégal, pas seulement les designers contemporains aujourd'hui, mais aussi au Congo, au Kenya, à Brésil, à Buenos Aires. Essayer de comprendre et montrer en fait qu'il y a des civilisations mais millénaires dans ces pays, bien sûr, et qu'en fait, forcément, ils ont aussi leur artisanat, ils ont développé leur textile, leurs couleurs, leurs motifs, et qu'on ne peut pas faire débuter la mode, l'histoire de la mode, avec Charles-Frédéric Worth, fin 19e. C'est là encore très séduisant. Et je pense que moi, j'y ai participé aussi dans un sens... les livres qu'on écrit, c'est vrai que la France est toujours celle qui a créé la haute couture, l'Italie est celle qui a créé d'autres choses, les États-Unis aussi. Mais en fait, si on décentralise un peu, on regarde à droite, à gauche, on s'aperçoit en fait que c'est une histoire un peu biaisée qui oublie les techniques ancestrales en Argentine, au Pérou, en Corée, en Guinée, au Zimbabwe. Donc, et ça, quand on commence à regarder ça, c'est passionnant, mais on a peu de documents dessus, parce qu'on a beaucoup documenté, communiqué sur la mode occidentale, beaucoup moins sur celle des autres pays. Alors que beaucoup de savoir-faire utilisés dans la couture française aujourd'hui viennent de l'étranger. C'est le cas de la broderie indienne. La broderie qu'on utilise dans la haute couture aujourd'hui, qui défile à Paris, majoritairement est produite et réalisée en Inde avec des savoir-faire millénaires. Et il y a plein d'autres exemples. Donc c'est ça que je veux dire aussi, c'est que c'est pas seulement qu'il faut reconnaître qu'on n'est pas les seuls à avoir fait la mode, mais il faut aussi montrer que beaucoup de savoir-faire étrangers, depuis des siècles, alimente la couture qu'on appelle française et qui fait les beaux jours de la mode française. Ouais. Et d'ailleurs, on remarque, et c'est ce que vous dites très justement dans ce livre, et ce passage m'a beaucoup fait réfléchir, que les débats sur l'avenir de l'industrie de la mode font souvent entendre des voix occidentales, des marques occidentales, des groupes de luxe, mais pas que, vraiment de toutes les marques, mais plutôt occidentales, pas celles des pays d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Afrique, où finalement se trouvent les usines qui fabriquent, donc les usines de sous-traitance. Pourquoi on les inclut pas davantage, en fait, dans nos réflexions sur les questions sociales, les questions environnementales, d'amélioration et de transformation de l'industrie textile? Ouais, je pense que ça participe exactement de ce qu'on disait avant, c'est que nous, on sait, et eux ne savent pas, je pense. Il y a cette idée aussi que, vous savez, après le Rana Plaza, il y a quand même des associations qui ont essayé de faire changer un peu les choses. Et il y a eu quand même beaucoup de conflits entre des associations, syndicats envoyés par les États-Unis, plutôt représentant l'Occident, des associations locales. Et je me souviens avoir lu beaucoup d'articles disant en fait qu'ils ne s'entendaient pas, ils n'avaient pas la même perception des choses, et que beaucoup de personnes au Bangladesh disaient mais attendez, mais donnez-nous la parole, dites-nous, donnez-nous le micro, on va vous dire que nous on a besoin de travailler, mais qu'on n'est pas d'accord avec ça, qu'on aimerait ça. Et exactement. Et c'est cette question de, en fait, même au Bangladesh, quand un bâtiment se détruit, s'effondre, les Occidentaux, c'est vrai qu'on toujours, ils pensent savoir, qu'ils vont aller sur place, ils vont tout solutionner, etc. Et ça, je pense que c'est cette idée que on sait plus, on a les outils, on a fait mieux, nos usines vont mieux. Et en fait, compte, c'est pas si vrai. En fait, si on fouille un peu, que ça soit plus près de nous, en France, en Angleterre, avec les marques d'ultra fast fashion, c'est pas mieux. Mais c'est vraiment un discours. Et c'est ce qu'on dit aussi, c'est comme un récit qu'il faut déconstruire, reconstruire, nuancer. C'est pas tant de tout changer, de dire que l'Occident, c'est mal. Pas du tout. C'est juste nuancer et montrer que pour résoudre des problèmes qui se passent, à l'opposé de là où on habite, il faut aussi faire parler les gens locaux et pas seulement l'Occident qui pense tout savoir. Et ça me fait penser à récemment, je rencontrais une designeuse, Adama Paris, qui a fondé sa marque Adama Paris. Et elle expliquait les difficultés en tant que Française d'origine sénégalaise à percer dans le microcosme de la mode française, de défiler. Et elle a créé il y a quelques années d'abord la Dakar Fashion Week et ensuite la Black Fashion Week. Et cette idée était, mais en fait, on nous entend pas, on nous donne pas assez de place. Donc, comment faire ? Créer des espaces d'expression nouveaux, différents, parallèles. Et je trouve que c'est une initiative très intéressante parce que ça révèle encore beaucoup de choses sur la place qu'on fait à des couturiers qui ne sont pas Paris Fashion Week, qui ne sont pas parisiens. Et je trouve que c'est des initiatives qui montrent que c'est possible, mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et en plus, on se dit que finalement, ces pays, ces personnes auraient davantage de rôle à jouer dans la mise en place d'une économie de mode plus responsable parce que ils sont au contact directement des dérives.
Eux, ils les voient tous les jours. Ces teintures chimiques qui se déversent dans leurs rivières, ces salaires bas. Alors que nous, c'est très facile et je pense que c'est ce qu'on fait tous un peu en fait, c'est qu'on sait maintenant, mais on essaie de pas d'oublier. Parce qu'en fait, c'est ça. Je pense que quand on est au quotidien en contact de ça, ou quand on voit comment on travaille, nos conditions de travail, la pollution, l'impact vraiment de la production de la mode aujourd'hui, je pense que voilà, ça fait partie du quotidien. Les gens auraient besoin de s'exprimer dessus. Nous, on sait, c'est vrai, on sait qu'il y a des dérives, mais on est loin quand même. On sait ça par les réseaux sociaux, donc oui, on est un peu choqués, mais bon, comme à chaque fois on est choqué puis on passe à autre chose parce que on est loin, ça nous impacte, mais plutôt moralement, intellectuellement. Et je pense que oui, comment solutionner des problèmes aussi graves que cela sans faire participer ceux qui au quotidien en sont témoins. Je pense que nous, on a beau parler, on a beau enseigner, on a beau écrire dessus, c'est rien par rapport à ce que des gens pourraient faire en témoignant de leurs conditions, en proposant des modèles différents. Mais je pense que c'est toujours cette idée de hiérarchie, quoi. L'Occident saurait mieux que les autres, qui font que les discours sont complètement biaisés, en fait. Il y avait une créatrice de marque qui m'expliquait que, donc, avant de créer sa marque engagée, elle avait travaillé pour une marque de fast fashion, de sous-vêtements, qui faisait fabriquer en Asie. Et les femmes avec qui elle avait pu discuter lui disaient, nous, on comprend pas comment vous pouvez mettre ces sous-vêtements sur votre peau, vu les produits chimiques et la couleur du textile, quoi. Et c'est là où on se rend compte que ce sont ces personnes-là qui sont les mieux placées pour nous raconter les problèmes et peut-être trouver avec nous des solutions, quoi. Totalement, parce que nous, quand on achète en magasin, même si on est un peu renseigné, si on essaie de comprendre, on achète le produit à l'air beau, nouveau, on le met, on le lave peut-être une fois parce qu'on a un peu peur, mais on va pas plus loin parce que ça reste loin. Enfin, on parle toujours de la globalisation, que grâce aux réseaux sociaux, on sait tout de suite sur ce qui se passe très loin de nous. Mais finalement, entre ce qu'on sait sur la pollution, les conditions de travail, et ce que nous, après, on fait de nos vêtements, il y a quand même un fossé incroyable, parce que nous, on achète pour porter, on va pas à chaque fois se poser la question de qui l'a fait, dans quelles conditions. Parce que c'est trop loin. Je pense que symboliquement, c'est loin. Mais je pense que vous avez raison, il y aurait tout intérêt à parler, à ce que les gens disent, mais en fait, concrètement, voilà, moi, je vous des conseils pour telle et telle raison, et ça ferait beaucoup plus sens que nous qui essayons de changer les choses de là où on est, quoi. C'est ça, quand même très se compliqué. Dire, oui, ok, alors on se bat pour essayer de mettre des lois ou ce genre de choses. Très bien, mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à s'allier avec tous ces pays-là, ou en tout cas essayer de comprendre eux ce qu'ils préconiseraient? Oui, parce que les lois, c'est gentil, mais il y a toujours un moyen de la contourner. On sait d'ailleurs très bien que même aujourd'hui, c'est très difficile de savoir d'où viennent tous nos vêtements, même le Made in Portugal, on l'a tous en tête, le Design in Paris et ensuite Made in China sur une même étiquette. Et parce que là, on sait qu'il y a encore il y a beaucoup de flou, et qu'on a essayé un peu aussi de tromper, pas tromper le consommateur, mais un peu l'embrouiller, j'imagine. Et on se pense que ça va suffire. Mais ça suffit pas, parce que c'est encore très difficile aujourd'hui de dire, ce gilet-là, je l'ai acheté dans cette boutique, mais il a vraiment été fait, les personnes ont été payées, respectées. C'est très compliqué. Et je suis pas sûre qu'une loi puisse vraiment... on voit bien dans l'alimentation, ça a beaucoup changé, mais il y a quand même plein de gens qui continuent de gaspiller, de jeter la nourriture restante. Bien sûr. Et c'est peut-être, ma prochaine question est peut-être un peu redondante avec ce qu'on a dit, mais peut-être que ça peut clore sur cet aspect-là. Est-ce que le futur de la mode ne se joue pas justement dans un rééquilibrage géopolitique au niveau mondial entre marques, groupes, fabricants, sous-traitants et ouvriers, quoi? Oui, total. J'imagine, c'est ce que dans mon livre j'essaie de, on en avait parlé, cette idée, c'est plutôt une géopolitique de l'éthique qui remplace plutôt la géopolitique, la création, l'innovation. Alors peut-être pas aussi simplement que ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'éthique est le new black, comme on dirait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas éthique, ça va être difficile de percer, d'exister, mais encore faut-il définir ce que veut dire le mot éthique. Il y a tellement de greenwashing, il y a tellement de choses, en fait, on s'aperçoit qu'on a été un peu dupé. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer une nouvelle géopolitique avec une plus grande concertation, alors ça fait très idéaliste, mais entre consommateurs, producteurs, sous-traitants, syndicats. Ça permettrait d'avoir un vrai dialogue et de donner la parole à tous pour aller vers un système plus probant, plus respectueux. Alors, est-ce que cette géopolitique va vraiment se mettre en place? Ça voudrait dire que aussi les grands groupes jouent le jeu, que les marques très connues jouent le jeu. Donc, il y a quand même beaucoup d'inconnus, je pense, encore. Ouais. Et il faut peut-être aussi, et c'est ce que vous dites dans le livre, sortir un peu de la vision très binaire et très simpliste, peut-être, entre
la méchante fast fashion et l'éthique de l'autre, quoi. Ouais. Oui, je pense que rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. Et je pense que oui, la fast fashion, c'est très, très, très compliqué. C'est très, très problématique. Mais la haute couture n'est pas non plus exempt de défauts. On a encore en tête toutes ces marques qui ont été accusées de gaspillage, qui brûlaient leurs invendus. Enfin, des choses qui nous paraissent aujourd'hui complètement ubuesques. Qui sont interdites normalement. Qui sont interdites maintenant. Mais voilà, en fait, c'est pas blanc, c'est pas tout blanc, c'est pas tout rose. La haute couture n'est pas parfaite. Je pense qu'il y a aussi plein de choses qu'on ne sait pas. Donc, et d'un autre côté, oui, la fast fashion, ça va pas du tout. Mais on peut espérer qu'il y ait quand même un peu de progrès. Donc voilà, je pense qu'il faut pas non plus non seulement juger, être un peu hautain, et surtout il faut pas faire de séparation. Je pense que tout est gris, que la prochaine étape c'est peut-être d'éclaircir ça et que tout devienne un peu blanc, mais ça encore on en est loin. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut pas opposer les systèmes, ils sont différents. Certes, mais en fait, ils sont tous les deux un peu aux prises de cette masse production et de cette masse consommation. Et puis, ils prennent leur origine au même endroit. Enfin, ce que vous expliquez, historiquement, c'est juste une évolution de nos pratiques de consommation, en fait. Totalement. Et toutes ces marques de prêt-à-porter de luxe qui sont entre la couture et le prêt-à-porter et la fast fashion, on s'aperçoit en fait que lorsqu'il y a eu la polémique, et même pas une polémique, le scandale de la minorité ouïghour travaillant comme des esclaves quand on a vu la liste des marques, c'était pas la fast fashion, hein. C'était des prêt-à-porter de luxe, en tout cas du prêt-à-porter, des marques qu'on trouve ici qui sont quand même très chères. Et on a la liste de ces marques-là. Donc c'est pas, il n'y a pas une frontière entre le luxe et le non-luxe. C'est beaucoup plus flou en fait. Et je trouve que lors de ces polémiques-là, on s'aperçoit que des marques qu'on pensait éthiques entre guillemets font travailler des gens dans des conditions effroyables. Est-ce qu'on peut arrêter cette machine infernale ? Donc là, on a essayé d'expliquer aussi historiquement comment on en était arrivé à cette situation, ces évolutions, dans notre vision du monde très binaire, toute cette géopolitique qui participe à la construction de ce modèle de mode qui est à revoir. Est-ce qu'on peut changer ça ? Est-ce qu'on peut y mettre un terme ? Est-ce qu'on peut arrêter finalement on se rend compte que d'un point de vue historique, ça ne fait qu'évoluer et donc on se dit donc ça veut dire qu'après la fast fashion, l'ultra fast fashion, il va y avoir encore autre chose derrière. Est-ce qu'on peut y mettre un terme ? Je trouve que c'est compliqué parce que même moi à mon petit niveau, mais quand j'ai écrit le livre, je savais que il faudrait l'actualiser rapidement. Et en fait, j'ai l'impression que c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai écrit en 2020 et ce qui est devenu l'ultra fast fashion aujourd'hui, j'ai l'impression que 10 ans sont passés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des articles nous parlant de Shine ou de Boohoo plus forts que jamais. Alors que Rana Plaza date de 2013, que le scandale des Ouïghours date de juillet 2020. Donc en fait, malgré les avertissements, les prises de conscience internationales, ça continue de plus belle. Et ça, il faut peut-être aussi regarder du côté des réseaux sociaux, de ce qu'on appelle les influenceurs, qui aussi jouent un rôle dans cette promotion de marques de fast fashion, d'ultra fast fashion. Donc, tous ces exemples-là montrent que c'est compliqué d'imaginer une fin positive parce que on produit de plus en plus, de moins en moins cher. Et ça va toujours plus vite. On a l'impression que les évolutions... Il n'y a plus de magasins physiques, tout est en ligne, c'est des prix qui sont... Alors ça, c'est quand même très, très négatif. Et moi, je pense que on est tous témoins quand on voit ces articles, on lit que Shine n'a jamais été aussi performant. Et d'un autre côté, il y a quand même beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de créateurs qui sont, je pense, sincèrement engagés, sincèrement concernés par ça. Je pense aussi que au sein des écoles, des universités, et je pense que ça commence aussi là, la pédagogie. En France, c'est assez récent, les cours sur la sustainability, sur l'impact social de la mode, mais je pense que ça commence par là. Moi, je vois avec les étudiants, c'est des questions qui sont très importantes, qu'on essaie qu'on essaye d'aborder d'une manière non binaire. C'est pas blanc, c'est pas noir, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est vrai que certains étudiants sont très alertés, ils sont très très conscients, d'autres non, moins, parce qu'ils ont encore cette idée de mode qui doit être créative, innovante, pas chère. Donc je pense qu'il y a tout un travail pédagogique et d'information, pas forcément à juger les gens qui achètent de la fast fashion, c'est pas du tout ça, mais juste par exemple, pour moi, ça passe par là, revaloriser le vêtement, montrer que, en fait, juste se poser la question, mais qui l'a fait ? Est-ce que j'accepte d'acheter ce t-shirt
s'il y a un risque que ce soit un enfant, un mineur ou une femme non payée qui l'ait fait. Juste, est-ce qu'on se regarde dans la glace le matin? Alors, vous allez me dire, c'est naïf, oui, sans doute. Les gens n'ont pas le temps de penser à ça et je comprends. Hein. Ou ne veulent pas. Sauf si on donnait plus la parole aux gens. Oui, parce qu'il y a eu toutes ces campagnes Who Make Your Clothes et ça nous a beaucoup sensibilisés. C'était pour la première fois des travailleurs dans la mode qui nous regardaient en face et nous disaient, mais en fait, j'ai fait votre vêtement et je n'ai pas été payée. Après, malheureusement, comme ça est devenu viral avec les réseaux sociaux, c'est maintenant plus de l'ordre de c'est une campagne de pub. Est-ce que ça suffit maintenant pour changer les comportements? Et il y a aussi l'autre question, quand on n'a pas les moyens de changer de comportement. Je veux dire, là, nous, c'est vrai que on a la chance de pouvoir réfléchir, de pouvoir choisir peut-être un peu plus. Mais quand on n'a pas les moyens, quand à la fin du mois, on ne peut pas acheter une mode dite éthique, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et si ça nous rend malade de savoir que Boohoo fait travailler des gens de manière forcée, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on a comme solution? Alors bien sûr, il y a les friperies, on peut recycler, mais ça demande aussi la disponibilité. Je pense qu'il ne faut pas... C'est pour ça que le prêt-à-porter après la Seconde Guerre mondiale a énormément fonctionné. C'est que ça a donné à plein de gens la possibilité d'accéder à la mode. C'est cette démocratisation, non pas de la mode, mais de l'accès à la mode. Et c'est ça, quand on a 15 ans aujourd'hui ou quand on a 40, mais qu'on n'a pas les moyens, on peut quand même être à la mode sans dépenser. Et ça, je pense qu'il faut le prendre en compte parce que au-delà du prix, c'est aussi un accès. Où trouve-t-on du Made in France aujourd'hui quand on n'habite pas à Paris, à Lyon ou à Marseille? Donc je pense c'est éminemment compliqué. Et donc c'est pour ça que c'est pas au consommateur de bouger. Il peut pas. Parce qu'il y a différents types de consommateurs. C'est plus... je pense, les journalistes peut-être, les professeurs, peut-être l'État, les marques qui doivent beaucoup plus s'engager et faire la pédagogie. Je pense que la pédagogie, voilà. Si les plus jeunes, à 10-12 ans, on leur explique peut-être d'où viennent les vêtements, que ce qu'ils portent, ça a une valeur, peut-être que là, on pourrait progressivement changer les choses. Je pense que c'est quand on explique aux gens, ils comprennent. Il faut juste prendre le temps de leur expliquer, aussi leur donner des plans B. Qu'est-ce que tu fais si tu peux pas aller chez Mage? Je ne sais pas si je dois citer une marque, mais qu'est-ce que tu fais, où tu peux aller, quelles sont les possibilités? Je pense que c'est aussi cet accès à l'information qui est important. Bien sûr. Et on se rend compte aussi, avec votre livre, que comme c'est une question géopolitique, c'est très complexe, même d'un point de vue loi ou d'un point de vue gouvernement. Ouais, c'est ça. Changer. C'est que on peut avoir une loi ici, mais elle ne sera pas valable au Bangladesh, en Éthiopie ou au Portugal. Et c'est ça aussi, les Boohoo, quand on a quand même vu des documentaires sur les ateliers de confection de la fast fashion, Boohoo Shine. Et en fait, c'est que oui, mais comme les lois ne sont pas les mêmes, et puis il y a toujours un moyen de la contourner, la loi. Enfin, je veux dire, et là, on ne parle pas du Bangladesh, on parle d'ateliers qui étaient à quelques heures de Londres, on parle de choses qui sont quand même très proches de nous. Et c'est ça, c'est comment uniformiser les lois, les décisions, le privé, le public. Et il y aura toujours, c'est ça qui est aussi un peu effrayant, il y aura toujours des pays qui accueilleront les sous-traitants. L'Éthiopie, c'est là où aujourd'hui la fast fashion s'est implantée. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre est le coût de la main-d'œuvre est moins importante qu'au Bangladesh, sachant qu'au Bangladesh, la main-d'œuvre était moins importante il y a 10 ans ou 15 ans qu'en Chine. Donc là aussi, on voit qu'il y a d'abord les gens, on a délocalisé en Chine, maintenant au Bangladesh, et aujourd'hui en Afrique. Et pourquoi? Parce qu'en Éthiopie, le gouvernement a vraiment offert des conditions favorables aux sous-traitants en leur disant mais en fait on va pas vous faire payer de loyer, et parce que pour l'Éthiopie c'était essentiel d'avoir ce nouveau revenu. Et donc l'État a vraiment offert des conditions favorables aux sous-traitants qui se sont empressés de venir, et les salaires sont aussi très très bas. Mais voilà, il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Enfin, je veux dire, puis l'Éthiopie est quand même souveraine, ils peuvent décider de qu'est-ce qu'on fait contre ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ça crée l'emploi. C'est mieux que s'il n'y a pas d'emploi. Voilà, c'est des questions, je trouve, qui sont éminemment compliquées. Ouais. Et on observe, et je pense que c'est au moins poser la question. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il vaut mieux créer l'emploi en Éthiopie à moindre coût, ou il faut totalement changer et faire des minimums? Et encore, comment les faire appliquer au niveau international, de toute façon? Effectivement. Et alors, la question de fin, qui est un peu, on va essayer de conclure, peut-être en donnant un peu d'optimisme. Quelles seraient vos pistes? Donc là, on a essayé de parler comment arrêter, comment mettre un terme à la situation actuelle, mais en prenant la question de notre côté et plus positif, les recommandations, vos pistes pour une mode plus durable ou pour l'encourager. Alors, mes recommandations en tant que historienne, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que voilà, ça va pas être facile de tout changer rapidement, parce que le passé montre que voilà,
on n'est pas né la dernière pluie et que tout ce qu'on a aujourd'hui est l'héritage de ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale. Moi, je pense essentiellement que, puis autant que professeur aussi, j'ai cette idée qu'on peut vraiment revaloriser le vêtement, redonner la valeur au vêtement. Pourquoi on ne peut pas jeter un vêtement, comme on ne jette pas un livre, en tout cas moi, dans ce que on m'a appris. Qu'un vêtement, c'est pas juste quelque chose qu'on met, qu'on jette, qu'on abîme. Non, c'est un vêtement, ça a une histoire, parce que derrière, il y a des gens qui l'ont fait, des gens qui ont appliqué une certaine technique, avec un textile particulier. Donc, revaloriser ça, redonner de la valeur à un vêtement, comme on donne de la valeur à une peinture, à un livre. Pour moi, je pense que revaloriser. Et donc aussi revaloriser les gens qui travaillent, revaloriser le métier de couturière, au-delà même du salaire, dans l'imagerie des gens, expliquer que ce vêtement a été fait par une couturière intérieure et pas un ouvrier de la fast fashion. Je pense que c'est aussi la manière dont on va présenter les choses. Et moi, je pense à mon humble niveau, je pense que c'est au niveau là, pour aller vers une mode durable, il faut enseigner, il faut discuter avec les étudiants, ceux qui demain vont travailler dans les grandes boîtes, dans les grands groupes. Je vois déjà que ça commence. Les étudiants d'aujourd'hui, ils ont quand même... Alors bien sûr, certains veulent travailler dans le luxe et sont vraiment encore attirés par le luxe et la mode parisienne, mais beaucoup, une majorité... cherchent des solutions, veulent créer des nouveaux espaces de création de mode, veulent informer sur la mode durable. Et ça, je pense que c'est positif. Et je pense qu'on l'observe dans les écoles de commerce, on les observe dans les écoles de mode, dans les universités. Et je pense qu'il faut miser là-dessus. Sur les parents, peut-être qui à la maison peuvent aussi expliquer ça, parce qu'ils peuvent avoir leurs propres mots pour sensibiliser leurs enfants, mais aussi les étudiants, parce que c'est eux demain qui vont travailler. Et c'est la même chose pour la diversité, pour l'inclusion. Je pense que si les étudiants sont formés, mieux formés, ils vont porter ces messages. Et je pense que ça peut pas, c'est pas uniquement par là, mais je pense que vraiment revaloriser les choses, l'expliquer aux étudiants qui eux-mêmes vont porter ces messages, je pense que ça peut vraiment faire bouger les choses. Et redonner la valeur aux gens. Et je pense que c'est, mais de manière générale, dans la vie entière, la société entière, revaloriser les gens qui soient derrière leur caisse, derrière leur machine à coudre, revaloriser les gens et arrêter de valoriser que le grand designer, le grand journaliste. Non, mais à un moment... Ou la marque. La marque, la griffe, elle est quand même responsable de beaucoup de choses. Et je pense de dire, oui, mais en fait, juste pose-toi 2 secondes la question, c'est que ces 50 pantalons que tu vois sur le rayon, ils n'ont pas été faits par cette marque, le nom de la marque, ils ont été faits par des gens qui travaillent au quotidien. Donc je pense que c'est aussi... changer un peu les discours, revaloriser les personnes, vraiment revaloriser l'humain. Et c'est ce que plein de gens font à travers des initiatives. C'est le cas de About Our Worker, c'est le cas de profs, d'auteurs. Revaloriser les gens, je pense que c'est essentiel dans la mode. Et derrière, bien sûr, revaloriser le vêtement et tout ce qui va avec, le tissu, le choix des couleurs, etc. Je pense que vraiment redonner la valeur via l'information et l'enseignement, ça peut contribuer, en tout cas je l'espère, à changer les choses. Très bien. Eh ben, merci infiniment pour toute cette vision-là et ces messages positifs quand même sur la fin. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à Sophie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.